Bonjour à tous, aujourd'hui je suis aux Utopiales et je vais faire un petit reportage, interviewer différents acteurs présents sur ce salon. A tout de suite. Voilà, et là je croise mon ami de cellule, mon camarade de cellule, Thomas Munier. Thomas Munier, ça va la pêche? Salut Romaric, bah écoute là je suis à fond. T'es à fond, ça se voit. T'es en train de préparer en fait tes parties qui vont avoir lieu pendant tout le week-end des Utopiales. T'as déjà commencé? Ouais, tout à fait, là aux Utopiales je fais un scénario qui s'appelle Odyssea, c'est un scénario jeu. On revit l'Odyssée dans une mer en ruine envahie par la forêt. C'est des règles uniquement basées sur des choix cornéliens. Et ça se joue sans matériel, sans chiffres, sans feuilles de personnages, donc c'est assez libérateur. Et j'ai vu un truc aussi, tu fais ce qu'on appelle des tables ouvertes. Tu continues à faire ça? Alors j'ai vu que tu faisais ça l'année dernière. Est-ce que tu continues à faire ça, des tables ouvertes? C'est-à-dire n'importe qui peut venir et... Ouais, bah justement, là, le Odyssea, là, dont je suis en train de te parler, c'est en table ouverte, donc je le joue sur 3 jours. Et effectivement, bah, grosso modo, on joue des personnages qui sont dans le sillage d'Ulysse sur son retour vers Ithaque. Et donc, on peut rejoindre le navire quand on veut, puis repartir quand on veut, quoi. Ah, c'est pas une grosse contrainte ça, la table ouverte, de voir des gens débarquer comme ça, il faut réexpliquer les règles, ça arrête pas... Non, ça se passe bien? Bah, ce qui est important, c'est d'avoir un pitch qui tient sur une feuille de papier à cigarette. Hein, pour pas repitcher pendant 2 heures chaque joueur qui arrive. Et puis il faut avoir des règles simples. Moi en l'occurrence mes règles c'est juste si tu veux faire quelque chose d'important tu vas devoir payer un prix. J'ai même pas besoin de les expliquer, ils comprennent tout de suite par le jeu quoi. Et parce que tu présentes ça comment? Parce que du coup les gens ils osent généralement quand il y a des tables de jeux de rôle en cours, les gens osent rarement interrompre pour demander quoi qu'est-ce. Donc comment ça se passe? T'as une petite affichette où tu dis bah là vous pouvez venir quand vous voulez. En fait, bon bah déjà le stand de l'assaut Taverne Production donc, qui oriente, hein, qui amène des joueurs. Et généralement, ce que je fais, c'est que je me mets en bout de table proche à côté du couloir. Et dès que je vois quelqu'un approcher, commencer à regarder, entre guillemets, je l'alpague et puis j'essaie de lui expliquer ce qui se passe, quoi. Donc c'est comme ça que je recrute. Ah, ça c'est une démarche super intéressante. Est-ce que tu peux nous parler de tes actus? Qu'est-ce que tu fais en ce moment, Thomas? Bah écoute, j'ai pas mal d'actu parce que là je suis créatif à temps plein depuis 4 mois, donc j'avance un peu plus dans mes projets. Essentiellement, là il y a beaucoup de comptes rendus de parties qui vont arriver, il y a à hauteur de 2 ou 3 par jour, quoi. Donc du coup, ça va être une façon de voir un petit peu les évolutions personnelles que j'ai pu faire en termes de game design, surtout en termes de contenu fictionnel malléable exploré. Je veux dire, le niveau, comment les choses, les aventures, le type d'aventure qu'on arrive à jouer commence à devenir différent, on commence à explorer des nouvelles zones. Là, par exemple, ce que j'aime bien en ce moment, c'est explorer le temps, quoi. Jouer vraiment sur des flashbacks et puis des flash-forward qui soient dynamiques, qui soient des moments de jeu, pas juste des cinématiques, et qui a un vrai impact après quand on revient sur les scènes au présent. Par exemple, ça, c'est un kiff que j'ai en ce moment. D'accord, c'est excellent. Et est-ce que tu as un nom de jeu, un projet dont tu voudrais faire la promotion, qui va sortir ou qu'est-ce... Alors, bah, déjà il y a Odyssea, c'est-à-dire que il va sortir dans un magazine, je pense. C'est pas uniquement un scénario, c'est carrément un projet de jeu de rôle, Odyssea. Ouais, en fait, au début, je voulais en faire un scénario pour Influenza, et puis comme il fallait l'écrire pour un magazine, je me suis dit le mieux c'est que je mette les règles dedans. Et puis finalement, je l'ai étoffé. Ouais, c'est un jeu, on va dire, on appelle ça un burst, c'est-à-dire c'est un jeu campagne. Tu vas jouer une campagne avec. Mais il a clairement, il est assez robuste pour y jouer, je dirais, pendant 20 heures au minimum, quoi. Alors hier tu parlais de musique sombre pour jeu de rôle sombre à travers une table ronde qui a eu lieu aux Utopiales ici, et au cours de cette conférence tu as parlé d'un jeu que tu avais fait pour le Game Chef il me semble. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Ça a l'air vraiment sexy comme jeu, j'étais très attiré par le pitch. Ouais, Dragonfly Motel, en fait, on joue des voyageurs imprudents qui commencent au motel Dragonfly. Et à partir de là, tout peut arriver. C'est-à-dire que c'est un jeu onirique. C'est un jeu où on ne sait jamais si les scènes se passent au présent, au passé, au futur, dans la réalité, dans un rêve, dans une hallucination. Donc il y a une perte de la réalité. C'est un jeu où on n'est pas obligé d'être cohérent. C'est-à-dire qu'une scène, ce qui se passe dans la scène B peut contredire ce qui s'est passé dans la scène A. Et c'est fait pour jouer une sorte de rêve éveillé, quoi. On se place, quand on joue, on se passe un peu dans des conditions de trip.
Et ça se base sur une narration au partage très, très large. C'est-à-dire que n'importe qui peut incarner le décor et les figurants. Il faut juste récupérer un ticket qui est en jeu, qui permet de les incarner, mais ce ticket-là, il va tourner, quoi. On peut... Donc c'est vraiment très très libre. C'est pour faire des parties courtes, assez poétiques, de 1 à 2 heures, quoi. Il y a un truc qui m'a frappé dans la manière dont tu l'as présenté, c'est que finalement tout le monde peut arriver avec une musique et la diffuser à un moment donné de la partie. Et ça, j'ai trouvé ça vachement frais en fait, d'utiliser la musique enfin comme une règle à part entière dans un jeu de rôle. Bah, l'idée, si tu veux, quand je fais du jeu onirique, la musique, ça m'aide vachement à me plonger dans le trip, à m'inspirer, à m'envoyer des images et tout. Et là, l'idée, c'était que tous les joueurs puissent mobiliser ça. Effectivement, chacun apporte, on se fait une playlist commune, soit chacun apporte sa clé USB, puis on se fait une playlist MP3. Et après, pendant le jeu, n'importe qui peut changer de piste. Ou alors, on peut faire un gros shuffle, et puis ça part en aléatoire. Ça révolutionne aussi le jeu en hangout, quand tu joues à Dragonfly Motel en hangout, en ligne. Si tu joues avec les écouteurs, t'as les joueurs qui parlent et t'as la musique dans les oreilles en même temps, et ça crée vraiment une impression planante. Et pour l'immersion, enfin ça marche pas avec tout le monde, hein, évidemment, parce qu'on a tous des rapports différents à la musique, mais je sais que ce qui me concerne, pour l'immersion, c'est un truc assez fantastique, quoi. On rappelle, hein, ça s'appelle Dragonfly, c'est Thomas Munier qui l'édite. Vous pouvez le trouver, j'imagine, sur le site de Thomas, hein, Outsider. Tu rappelles, c'est rollpod, c'est ça, .com, c'est ça? Ok. Eh ben, merci Thomas. Tu vois aussi les ateliers imaginaires qui se remplissent d'auteurs. Tu as de plus en plus de voisins, ça te fait plaisir. Comment est-ce que tu prends ça, tu vois ça? Ah oui, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit. De voir toute cette effervescence. Puis d'ailleurs, il n'y a pas que les ateliers, hein. On voit de plus en plus de gens qui parlent de jeux et qui commencent à les sortir, à les montrer. Par exemple, Tiburce, Kellren, là, qui a sorti son Patreon et tout. Donc ouais, je trouve que là, l'indépendance, ça commence à bouillonner vraiment, quoi. Et donc, je suis content d'être là pour voir ça, quoi. C'est super. Merci Thomas, à bientôt. Merci Romain. Alors là, je suis avec Globo. Globo, qu'est-ce que tu... Non, on va rester à côté d'eux parce que... Alors, je suis avec Globo en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu fais aux Utopiales, toi? Alors moi, aux Utopiales, cette année, j'ai essayé de donner plus d'impulsion au premier tournoi que j'avais fait l'année dernière, qui était resté vraiment plutôt... Tournoi de quoi? Le tournoi de Val des Étoiles, qui était resté... Ah, tu me fais de la promo, en fait. Je te fais pas de la promo, je joue à un jeu que j'aime, et les jeux que j'aime, j'en fais la promo, et donc l'année dernière, le tournoi était très centré sur les étoiles qu'on connaît tous, hein, les meilleurs, Maxime, Pierre Milaz, etc. Et donc entre le tournoi de l'année dernière aux Utopiales et cette année, j'ai essayé de faire jouer un petit peu des gens locaux, les gens que je connais. Et donc j'ai le plaisir cette année d'avoir un petit peu plus d'inscrits. Et j'ai l'impression que, enfin en tout cas sur la première journée, il y a déjà eu beaucoup plus de parties de Val jouées dans le cadre de mon tournoi que l'année dernière. Donc j'étais venu un petit peu avec la boule au ventre en me disant est-ce que ça va être aussi difficile de lancer le tournoi? Et puis ça a l'air de partir... Là, je me suis déjà fait latter par des petits jeunes hier que tu avais formés. C'était bon, hein? Ben ouais, c'est un plaisir. Bon, on était en Sinlos, ça fait longtemps que tu ne l'avais pas joué cette variante, tu étais peut-être un petit peu rouillé, mais... Le premier, il m'a explosé, j'étais grave rouillé, carrément, je savais plus comment jouer. Et donc voilà. Sinlos, hein, variante plus simple, plus accessible, plus pédagogique peut-être aussi. Variante initiale surtout, c'est la première version. On attend le troisième tome avec impatience. J'y travaille. Merci Globo en tout cas de faire vivre le Val comme ça, comme tu le fais aux Utopiales, c'est vraiment super. Je vais aller essayer d'interviewer les joueurs. Je vais voir s'ils sont en dispo. Les modalités. Et donc comment ça se passe un tournoi de Val des Étoiles? Alors ça c'est pas un tournoi de Val des Étoiles, c'est le tournoi des Utopiales, c'est celui que moi j'organise. J'ai fait des choix particuliers parce que j'avais des contraintes aux Utopiales. Je voulais pouvoir faire du jeu de rôle quand même en parallèle, donc je voulais pas être tout le temps à coacher tous les joueurs. Et deux, je voulais qu'il y ait un maximum de joueurs qui se croisent, qui se rencontrent. Et donc je suis parti sur l'idée d'un tournoi ouvert. Il faut que les joueurs jouent un maximum de parties. S'ils gagnent une partie, ils remportent 3 points. S'ils perdent la partie, ils en remportent 1. Et à la fin des 4 jours d'Utopial, on fait le total des points gagnés et ça nous donne un classement.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on se balade tous, là en tant que participants au tournoi, on se balade tous avec un petit badge en fait, qui indique qu'on participe au tournoi, et n'importe qui sur le salon peut venir, parce qu'on a ce petit badge, nous défier, dire ah bah tu participes au tournoi, je viens te fighter, et te clasher. Voilà, tout à fait. Et l'autre chose, moi j'aime pas être dogmatique, j'aime pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, donc j'ai pas imposé de variantes, j'ai pas imposé de nombre de parties pour définir qui est le gagnant et le perdant. Donc les joueurs s'arrangent à savoir quelle variante ils veulent jouer, en combien de manches ils considèrent qu'on a un gagnant. Et la dernière contrainte, c'est qu'on ne peut pas rencontrer plus de 3 fois la même étoile au sein du tournoi. Donc on est obligé d'aller voir les gens. Voilà, de toute façon, à pas rester entre potes à se défier pendant des heures et des heures. Voilà. Ça, c'est intéressant. Bon, et tu peux peut-être donner des actus un petit peu plus perso. Alors, tu participes de plus en plus aux Chroniques d'Altaride, au podcast, je t'entends. Ouais, je suis un des hardcore podcasters des Chroniques d'Altaride. Julien, quand il a lancé l'affaire, il en a parlé en priorité avec les gens avec qui il jouait, et je jouais déjà régulièrement avec Julien, et donc je me suis emballé sur le projet, et voilà, peut-être que ça se voit aussi dans les podcasts que je m'emballe régulièrement sur les différents sujets, et c'est un grand plaisir. Je remercie la cellule, parce que sans la cellule qui nous aurait ouvert la voie, ça se serait peut-être pas fait, en tout cas pas dans ces conditions-là. Sans la cellule qui nous aurait expliqué qui nous aurait pas expliqué les théories forgiennes et la compréhension des jeux indie, on n'aurait peut-être pas pu parler aussi du jeu traditionnel, parce que nous on est peut-être un peu plus tradi comme on en parle aujourd'hui, et donc voilà, merci. En tout cas, c'est cool d'apporter aussi cette voix, les voix d'Altaride, dans le paysage podcastique du jeu de rôle. C'est aussi des discussions, hein, c'est un peu comme à la cellule, hein, il y a une partie chronique, mais il y a aussi une partie discussion, beaucoup plus discussion d'ailleurs, j'ai l'impression. En fait, je ne sais pas si on est des chroniques, on a un rituel qui est le coup de cœur, coup de gueule, nos actualités perso, et après le cœur du podcast, c'est une discussion autour d'un thème qu'en général Julien nous propose. On essaie d'avoir un petit mind map la semaine d'avant qu'on partage sur internet pour pas avoir un plan, mais cadrer un peu la discussion. On fait tous notre petite recherche dans notre coin derrière, et on se retrouve, on en discute avec nos sensibilités. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'on a quand même des sensibilités différentes par rapport au jeu, et donc il y a vraiment des points de vue qui sont différents, quoi. Ça, c'est cool. Merci Globo pour cette petite interview. Ah bah tiens, justement, j'étais avec Globo à l'instant, mais je me retrouve à présent avec Julien Poire, son maître podcastique, le host des Chroniques d'Altaride. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce podcast? Globo a commencé à le faire, mais quelle est ta ligne éditoriale, Julien? Ma ligne éditoriale, c'est de faire un petit peu comme vous faites à la cellule, c'est-à-dire une discussion entre amis, entre potes, autour d'un sujet qu'on choisit, qu'on sélectionne et qu'on essaye de travailler. Contrairement à la cellule. Contrairement à la cellule, bien sûr, parce que c'est un podcast qui est fait totalement en réaction à la cellule, de manière à faire mieux, évidemment, comme tous les héritiers de ce genre de choses. C'est génial. Très sérieusement, la cellule, ça a été une grande inspiration, et ça a fait partie des déclencheurs qui m'ont lancé dans ce monde-là, parce que moi, c'est quelque chose que je rêvais de faire depuis longtemps. J'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables qui m'ont aidé à le réaliser, comme Globo, comme Benoît Chérel, Sophie Pérez, sa compagne, qui est venue sur un ou deux podcasts, qui nous a même fait l'honneur d'un podcast sur un conte, où elle a raconté un conte, puisqu'elle est conteuse. Sandra Bruel qui participe, Morgane Crestel qui est auteur sous le nom de Julien Morgan, auteur de SF. Et en participant régulier, nous avons aussi Willem van der Horst qui participe avec nous depuis la bonne ville de Perpignan et qui nous apporte son expérience internationale, voilà, parce qu'il a vécu très longtemps à l'étranger. Ok. D'ailleurs, c'est les voix d'Altaride. Les Chroniques, c'est la revue papier. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, il faut que tu nous expliques ça aussi. Qu'est-ce que c'est? Les Chroniques d'Altaride, c'est une revue papier mensuelle sur le jeu de rôle et des sujets connexes qu'on a publié pendant 40 numéros, essentiellement grâce au travail de Benoît Chérel, qui a travaillé là-dessus. Moi, j'ai rejoint l'affaire depuis le début. J'ai participé de manière épisodique ensuite, et j'ai pris un peu plus d'importance à l'intérieur pour l'aider au maximum ces derniers mois. Mais là, on en arrive à un point où Benoît a besoin, pour se consacrer à sa création de jeux de rôle et à sa vie personnelle, de laisser tomber le projet. Et pour le moment, le projet, il est un petit peu en pause, en stand-by, tant qu'on ne trouve pas une équipe pour reprendre le sujet, sachant que moi, c'est un peu la même chose. J'ai pas les capacités et le temps pour pouvoir reprendre une revue comme ça. En fait, c'est vrai que moi j'ai tendance à appeler ce podcast le podcast des Chroniques d'Altaride, et du coup à le simplifier en Chroniques d'Altaride, mais c'est vrai que tu as raison de me reprendre. C'est les voix d'Altaride, c'est ça le nom du podcast vraiment. Tout à fait, d'ailleurs on n'avait même pas ce nom-là dès le départ, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé ensuite, et effectivement on a fait au départ un podcast en connexion avec les Chroniques d'Altaride où on parlait un peu de la revue, et au fur et à mesure du temps on s'en est un peu détaché.
On a gardé le même principe, de garder un sujet par émission. Au départ, le sujet était un peu connexe avec le sujet du mois de la revue. Et comme on est passé maintenant sur un mode bimensuel et plus seulement sur un mode mensuel, et forcément on peut plus suivre la revue. Et comme la revue est en pause pour le moment, on prend un peu d'indépendance de ce point de vue-là. Puis après, bon, il y a un truc qu'on dit ou on dit pas, mais bon, les gens lisent pas en fait. Hein, les gens préfèrent écouter quand même. Le podcast, ça apporte beaucoup plus quand on veut apporter des éléments de théorie. Je vois, on le constate, nous, avec nos articles sur les ateliers imaginaires. Globalement, ils sont quand même, faut le dire, ils sont quand même nettement moins lus que nous sommes écoutés. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est aussi, je pense, une force d'avoir ajouté un podcast à cette revue, même de base, tu vois. Donc ça c'est tout à ton honneur. T'as des projets holistiques toi à titre personnel ou t'es juste plutôt dans la presse finalement rôliste? Alors j'en ai plusieurs qu'il faut que je concrétise. Je suis en train d'écrire une campagne pour un jeu qui s'appelle Steam Shadows. Donc ça qui devrait sortir dans quelques temps. C'est l'auteur Frédéric Dorn qui m'a proposé de le faire. Le sujet m'a intéressé, donc je me suis lancé. Et sinon j'ai des jeux. Alors j'ai fait un jeu pour le Game Chef qui s'appelle De Mauvais Rêves. On est arrivé en finale avec Callisto qui intervient sur Radio Rollist, qui est un projet qui était vraiment génial, qu'il faut qu'on termine. J'ai adoré. Et j'ai travaillé aussi sur un jeu qui s'appelle Divergence. J'en ai un peu parlé dans notre podcast de temps en temps. C'est surtout les autres qui en parlent et donc je rebondis dessus. Histoire de ne pas faire trop d'autopromo, puisque ce n'est pas l'objectif. Et j'ai un blog où j'en parle un petit peu. Donc si ça intéresse les gens, ils peuvent aller voir sur le site du podcast et ils trouveront tout ça. En tout cas, merci Julien pour tes podcasts et merci pour cette petite interview. Merci, à bientôt. Merci à toi. Et voilà, et je m'approche de Vivien Féasson. Vivien, ça va la pêche, la patate, la banane? La grosse fatigue. C'est-à-dire? C'est éprouvant quand même finalement un salon. Surtout quand on a un enfant qui nous empêche de dormir le reste du temps. Et oui, tu découvres ces problématiques de papa que je connais bien. Alors, qu'est-ce que tu viens présenter aux Utopias? À vrai dire, je suis venu essentiellement pour participer à une table ronde sur la mort du MJ. Je veux dire, je pense qu'on l'a bien démonté, on l'a bien démontré aussi. Il a explosé, on peut dire. Complètement. Et pour le reste du temps, je viens pas spécialement présenter quelque chose. Après, j'ai toujours perdu sous la pluie sur moi, mais là, j'y vais surtout en touriste pour découvrir un peu pour une première fois à quoi ça ressemble. Ah, c'est la première fois que tu viens aux Utopias, là? Exactement. Ok. Donc, table ronde sur l'explosion du MJ. Tu t'es inscrit au pôle ludique pour faire tester du perdu sous la pluie, alors, ou non? Non, juste à l'arrache, quoi. À l'arrache, exactement. Comme là, pour l'instant, on va dire que je suis entre deux jeux. Perdu sous la pluie est sorti il y a maintenant 1 an et demi, donc bon après si je peux faire des tests je le ferai, mais globalement je suis plus dans la conception d'un autre jeu qui est peut-être pas encore assez avancé pour vraiment faire des démonstrations en convention, qui est juste là pour faire on va dire on est en phase de test quoi. Alors là, justement, tu vas nous parler de tout ça. Alors c'est quoi ce nouveau jeu là? Est-ce que on m'a dit, on m'a susurré, j'ai entendu des rumeurs qui disent que c'est dans le même univers que Perdu sous la pluie? Exactement, c'est ce que j'appelle un spin-off du coup, pour emprunter le langage des séries, même si c'est pas forcément inspiré de séries. Ça s'appelle Libreté, c'est-à-dire que le principe de Perdu sous la pluie, c'est que des enfants soit étaient dévorés par les sirènes, soit retrouvaient leurs parents. Et Libreté part du principe que certains groupes arrivent à survivre, mais ne s'échappent pas pour autant des terres humides, comme je les appelle. Et ils finissent en fait par arriver dans une espèce d'enclave appelée Libreté, où tous les enfants en fait survivants se sont rassemblés et se sont en quelque sorte protégés des sirènes en recréant une mini-société sur les ruines du monde des adultes. Ça, Et alors au niveau c'est vachement intéressant. Au niveau du système et tout ça, du coup, y a plein de trucs qui changent. C'est pas du tout le même jeu, on est d'accord? C'est pas du tout le même jeu, effectivement. Il y a des thématiques qu'on retrouve, mais le système en lui-même, alors c'est plus axé sur un jeu en campagne. On va dire 4-5 séances me paraît un bon score, voire même plus si affinité. Et c'est basé en quelque sorte sur le système de l'apocalypse qui s'est imposé à moi, on va dire naturellement. C'était pas un objectif primaire au départ, j'ai essayé d'autres trucs. Qu'est-ce que tu appelles le système de l'apocalypse? Eh bien c'est le système d'Apocalypse World à la base. Le principe de on jette 2d6 plus un certain score et le système vous dit quelles sont les options possibles en termes de fiction. D'accord. Voilà, donc il y a des grosses modifications quand même là-dessus, il n'y a pas de caractéristiques, il y a un système que j'appelle la bile noire qui est censé refléter en fait finalement les angoisses des enfants et qui expliquerait les raisons pour lesquelles ils se mettent les uns dessus ou se mettent à s'énerver ou font des bêtises, mais sinon ça reste quand même, il faut le reconnaître, inspiré fortement de l'Apocalypse. C'est génial, ok très bien, donc là tu es en train de bosser là-dessus, tu fais tes playtests et puis ça sortira quand, t'en sais rien du tout aussi?
Alors les playtests sont bien avancés maintenant, le jeu est quasiment bouclé en termes de, on va dire, de cœur de système. Je pense pas trop modifier ça. Il y a des petits détails de réglage parce que comme il y a des principes d'archétypes, on va dire de petits pouvoirs, ça implique quelque part des micro-réglages. Maintenant, ce qui m'aurait le plus dur à faire, ça va être la rédaction, trouver éventuellement un illustrateur ou pas, la forme, enfin voilà. Ouais, bien sûr. Donc au niveau de l'édition et tout ça, tu vas passer par Lulu ou tu vas continuer avec Amazon? Amazon, t'avais pas l'air d'être très satisfait au final. Alors, je vais pas passer par Lulu parce que j'aime pas Lulu. En fait, j'aime pas les gens. Sans vouloir critiquer tous ceux qui utilisent le format, je trouve que tous les jeux finissent par se ressembler. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais allé vers Amazon. Maintenant, Amazon, j'ai bien conscience des problèmes moraux que ça pose déjà. Je suis relativement satisfait de la qualité, après, du côté pratique aussi. Donc peut-être Amazon quand même, mais je vais essayer de lorgner au niveau d'éditeurs peut-être plus traditionnels, Système d'impression plus traditionnel. Voilà, d'imprimeurs, ouais, peut-être. Tu sais, la plupart des imprimeurs sont aussi des éditeurs, hein, parce qu'ils fournissent des numéros ISBN et tout ça, sauf qu'ils font pas le travail éditorial qu'on suppose, c'est des relectures, etc. Mais il y a beaucoup d'imprimeurs qui sont aussi des éditeurs, donc t'inquiète, c'est pas un gros lapsus. Ouais, ceci dit, ils fournissent pas non plus de fiches de paye ou de trucs comme ça. Et ça voilà. Ça, voilà, c'est autre chose aussi. Mais, ou alors, j'envisage aussi, mais bon, est-ce que ça marchera ou pas, ou est-ce que c'est pas directement casse-gueule, éventuellement un Kickstarter. Ah, tu serais le premier indépendant francophone des ateliers à tenter l'aventure Kickstarter. Ah, t'as toujours été un pionnier. Hein. C'est gentil, mais non, mais voilà, j'y pense depuis longtemps, mais voilà, est-ce que j'oserais me lancer? Est-ce que voilà, c'est toujours le souci hein, quand on essaye de se lancer dans un truc un peu casse-gueule. Quoi qu'il arrive, on te soutiendra. Les ateliers s'agrandissent de plus en plus. Tu as vu fleurir en ce début de saison énormément d'ateliers. À titre personnel, quel effet ça te fait? Comment est-ce que tu accueilles ces nouveaux venus, ces nouveaux voisins? Ça en fait combien? 3 en un mois, c'est ça? Ou quelque chose comme ça? 4 peut-être en très peu de temps? Alors Gaël avec Happy, Morgane avec Chrysopée. On a aussi... Il y a qui d'autre en plus? Ah bah il y a Yokai. Oui. Il y a Yokai. Et le dernier c'est Christophe Bégibresse, il me semble. Ouais. Et ça se trouve on en oublie encore un. À tel point ça va vite. Donc toi, comment tu accueilles ces nouveaux voisins? Quel effet ça te fait Le premier effet, c'est comme toi apparemment un peu perdu parce que ça va très vite et j'ai un peu de mal à suivre. Deuxième effet, déjà très content évidemment que ça développe finalement là-dessus. Après, moi, le souci que j'ai éventuellement, c'est que j'avais tendance à soutenir les membres des ateliers en achetant leurs jeux automatiquement, que j'aime ou pas. Et je pense que ça va impliquer quelque part de maintenant commencer à acheter les jeux parce qu'ils m'intéressent et parce que j'aime leur mécanique avant de soutenir finalement automatiquement la création. Ce qui implique un changement quelque part, peut-être pas de paradigme, mais d'approche, quoi. Ah d'accord, ok, ouais. Ça c'est vrai. Par exemple, tu vois, Happy, je l'ai toujours pas acheté, alors que d'habitude, alors que j'ai acheté tous les autres, ceci dit. Hein. Mais Happy, je l'ai toujours pas acheté. Mais je vais probablement le faire dans les jours qui viennent. Disons que c'est plus automatique, mais on va le faire. Mais peut-être sur le plus long terme, quand on les croisera sur les conventions, pour s'économiser les frais de port, parce qu'en fait, ça va devenir extrêmement coûteux de suivre tout ce que les autres font. Effectivement. Mais exactement. Hein, hélas, je suis pas assez riche pour acheter comme ça systématiquement, surtout que à côté, je continue à acheter d'autres trucs, finalement. Et toujours chez les Américains et tout ça, tu as essayé aussi avec Perdu sous la pluie d'aller sur le outre-Atlantique. Ça s'est bien passé? Ça s'est fini comment? Enfin, ça s'est pas fini en fait, mais ça continue. Alors, non, on va pas dire que ça s'est mal passé, parce que j'ai pas eu d'écho négatif. Ça s'est pas passé, on va dire plutôt. J'ai eu 4 ventes en Amérique. Par contre, je fait une retentative depuis cette semaine en essayant de contacter des personnes sur un podcast en fait, et ça a donné un contact avec une autre personne. Alors peut-être que je vais faire un playtest en Amérique, enfin via Hangout. Je vais pas en Amérique exprès pour faire un playtest, je suis pas assez riche pour ça. Je vais voir si c'est possible avec tous les décalages, le fait que j'ai une fille, etc. Et si ça se fait pas, ils le feront sans moi. Mais voilà, je vais refaire une tentative et on va voir ce que ça va donner. Si tu y arrives, c'est sûr qu'il y aura des ventes là par contre. Parce qu'en fait, ce qui te manque là-bas, c'est une forme de promotion, quoi. C'est ça, il faut qu'on en parle en fait. Exactement, je pense qu'actuellement, pour se lancer dans le marché américain, on peut pas se pointer la gueule enfarinée et dire bonjour, j'ai un super jeu, je suis français donc je suis exotique, allez-y acheter. Ça ne marche pas. J'ai testé pour vous, ça ne marche pas du tout. Il faut
soit avoir des gens à l'intérieur, c'est-à-dire contacter par exemple les grosses pointures comme Ron Edwards, Vincent Baker, pour qu'ensuite eux peut-être se mettent à parler du jeu et là ça pourrait faire du buzz, soit commencer à contacter les podcasts, etc., oser et voir si ça fonctionne ou pas. Est-ce que ça marchera, on verra. Très intéressant en tout cas comme démarche. Hein. Merci chers voisins des ateliers, chers compagnons de cellule de m'avoir prêté cette interview. Bonnes utopiales. Merci beaucoup, toi aussi. À bientôt. Et là à l'instant j'arrive sur la table de Didier Guizérix qu'on ne présente plus, auteur notamment de Méga. Là je vois que tu as des fiches de perso de Méga devant toi, tu vas probablement faire jouer ça incessamment sous peu. Oui, on a une petite démo qui commence dans 3 quarts d'heure. Là, donc j'ai quelques joueurs, c'est encore du bêta test, c'est-à-dire que on essaye de faire des règles simplifiées par rapport à ce qu'elles furent dans le passé et néanmoins capables d'être utilisées par tout type de jeu de rôle, y compris ceux qui aiment bien les jeux simulationnistes. Donc on fait un jeu à la carte et le but c'est à la fois de recréer un petit univers et aussi un groupe de joueurs autour de Méga, mais aussi d'avoir un jeu maison pour faire des animations autour de l'initiation au jeu de rôle, en faire parler dans les médias à droite à gauche. Donc on avait besoin d'avoir un jeu. Donc en fait tu es en train de ressusciter, c'est ça qu'il faut dire, tu es en train de ressusciter ton chef-d'œuvre, ton Méga quoi. Donc alors comment ça se passe cette résurrection? Tu gardes le même univers, tu vas repartir sur autre chose? Et explique-moi tout ça. Déjà c'est quoi l'univers de Méga et où est-ce que tu nous emmènes maintenant? L'univers de Méga, c'est un petit peu Valérian, mais plus grand monde connaît Valérian aujourd'hui. En gros, c'est au lieu d'être du voyage dans le temps, c'est du voyage dans des univers parallèles par des agents qui sont pas des agents au sens agents secrets, c'est plutôt une espèce de vieille école de moines Shaolin, on va dire. Et on est donc quand même dans un univers de SF, à ceci près qu'on peut très bien passer 5-6 scénarios au XIIe siècle, puis poursuivre dans un autre univers parallèle décalé par rapport au nôtre, sur une histoire qui se passe dans le futur ou au XVIIIe siècle, ou sur une planète beaucoup plus dans l'esprit science-fictionnesque ou alien. Voilà. Donc en fait, on en parlait tout à l'heure au cours d'une table ronde, c'est que tu as une vision des règles finalement comme mécano, comme ensemble que le MJ va pouvoir prendre à sa sauce et construire comme ça sa propre histoire. Et ce que tu me décris de cet univers, ça me fait penser à ça aussi. C'est-à-dire que tu as une vision de l'univers comme un certain ensemble, comment on dit, un multivers dans lequel on peut se balader finalement et qui proposerait des... C'est ça un peu Méga en fait, c'est une espèce d'univers universel. C'est vraiment du multivers, à ceci près qu'on peut très bien rester, parce que la nouvelle version ça se focalise plus vers les relations entre personnages non joueurs, etc. On peut se focaliser, si le meneur de jeu le souhaite, sur une campagne entière dans un endroit. L'intérêt, c'est que quand les joueurs en ont marre un petit peu d'être dans un univers, ils restent cohérents, ils peuvent conserver leurs personnages s'ils les aiment bien et changer complètement d'ambiance de jeu, avec à la fois les mêmes règles, les mêmes personnages, mais peut-être aussi des amis et des ennemis récurrents qui vont les poursuivre dans leur nouvel environnement. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu au niveau de l'édition et tout? Toi, tu travailles beaucoup en collaboration avec Black Book. Tu comptes le sortir chez Black Book aussi? Alors, ils m'en veulent un petit peu de ne pas le sortir chez eux, mais le but, c'était aussi d'avoir un système de jeu pour pouvoir faire de l'animation autour du jeu de rôle, en faire parler dans les médias. Enfin, on a des plans avec d'autres personnes pour faire un peu de buzz autour du jeu de rôle, plutôt dans le grand public, puisqu'il y a un revival, mais au niveau des joueurs, des jeunes joueurs, des enfants de joueurs, etc. C'était d'élargir ça de manière à ce que le concept de jeu de rôle s'exporte à d'autres publics. Voilà. Alors pas forcément la pratique du jeu, mais savoir ce que c'est. Donc ça veut dire que les gens puissent y jouer en ludothèque avec des gamins, que des profs puissent utiliser le système pour faire des petites animations ou éclairer certaines parties des épisodes d'histoire en classe. Et donc il faut un système hyper simple, mais en même temps, si on veut que les gens se réfèrent en disant « Ah, qu'est-ce que c'est ?», il faut qu'à côté, il existe aussi le vrai jeu de rôle Méga auquel... Alors du coup, si je veux, moi demain, je suis maître de jeu, je me dis allez, je vais me lancer dans l'aventure Didier Guizérix Méga. Où est-ce que je me fournis le jeu? Où est-ce que je le trouve? Alors pour l'instant, on est encore en bêta et la publication est prévue pour le début de l'année 2016. Voilà. D'accord. Ça va vraiment dépendre. On n'a pas non plus le couteau sous la gorge, donc il faut que ça tourne bien, il faut que ça soit assez, comment je pourrais dire,
Une espèce de couteau suisse, encore une fois, de manière à ce que les vieux joueurs y trouvent leur compte, mais que les nouveaux ne soient pas effrayés par des tonnes de règles comme j'ai pu en prendre, parce que c'est pas vraiment une success story. Le Mega 3, soyons honnêtes, était une usine à gaz et avec divers plantages, donc ça n'a pas été un bide, mais ça a été un échec au niveau de la réussite, je dirais, technique du jeu, quoi. C'est bien en tant qu'auteur d'avoir du recul sur ses anciens travaux et de pouvoir les critiquer comme ça. Merci Didier, bon courage pour la publication de ce jeu et puis bonne partie ce soir, j'ai envie de dire. Merci, là j'ai déjà des joueurs, donc voilà, j'attends, on va bien s'amuser. Cool, à bientôt. Ok, là je me retrouve aux côtés de Manuel Bedouet. Manuel Bedouet, est-ce que ça va? Est-ce que tu as la pêche? Est-ce que tu as la patate? Alors oui, bon c'est le matin, donc il faut que je termine mon café, après j'aurai plus la patate encore, mais 3e jour d'Utopial et tout se passe bien. Qu'est-ce que tu es venu faire aux Utopiales? Je suis venu participer à des conférences avec toi et présenter mes jeux, et puis ça fait plus de 5 ans que je viens aux Utopiales de toute manière, parce que c'est un festival que j'aime bien, qu'on y fait des conférences et des tables rondes pour parler de choses intéressantes et intelligentes et de prendre le temps un peu d'en discuter. Donc voilà, je trouve que c'est un festival très très intéressant et qu'il est dans cette mouvance de tout un tas de festivals où il y a de plus en plus de tables rondes, de conférences, de trucs où on prend le temps de réfléchir un petit peu sur les loisirs qu'on aime, et je trouve que moi je trouve ça important. Sans déconner, l'animateur de ludologie nous dit que c'est important de réfléchir sur les loisirs qu'on aime. Ouais, oui, je sais bien. Hein, je m'attendais pas à ça, hein, vraiment, je suis très surpris. Alors donc tu es aussi venu présenter un jeu qui s'appelle ton prochain jeu, qui s'appelle Summer Camp. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors oui, alors c'est à la fois mon prochain jeu et mon jeu actuel, parce qu'en fait je viens de sortir une sorte de kit de découverte qui est en même temps un supplément pour le jeu et en même temps une campagne clé en main qui s'appelle Premier Bivouac. Summer Camp, c'est un jeu où on joue des louveteaux du Corps des Explorateurs. Le Corps des Explorateurs, une organisation qui a été fondée par un grand explorateur, Roald Amundsen, au début du siècle, et l'idée c'est de transmettre aux enfants les valeurs des explorateurs, des valeurs comme le courage, l'esprit de découverte, la tolérance, le respect, l'écologie. Et du coup, les louveteaux, ils ont entre 8 et 12 ans, et puis l'année ils font plein d'activités le week-end avec leurs copains, et l'été ils partent dans la forêt avec un chef de camp, et puis ils vont se faire des souvenirs, vivre plein d'aventures dans un endroit un peu étrange, un peu comme des rôlistes en fait. Et parce que dans cette forêt, il se passe plein de choses bizarres. Alors le soir, au coin du feu, ils se racontent des histoires qui font peur, puis le lendemain, ils vont courir partout dans la forêt, et ils vont retrouver des choses qui ressemblent parfois beaucoup à ce qu'il y avait dans leurs histoires. Donc en fait c'est un jeu où on raconte des contes et des histoires à se faire peur comme quand on était gosse, quoi. Exactement, et c'est les joueurs qui le font. Il y a plusieurs phases dans le jeu. Il y a une phase qui s'appelle l'heure des histoires, où un joueur va raconter aux autres un certain nombre, une histoire généralement assez courte, une histoire qui fait peur, une histoire qui se passe dans la forêt, une histoire où il explique aux autres qu'elle est vraie, et avec quelques contraintes, quelques objets, quelques lieux, quelques personnages qu'il attire au hasard sur des tables et qui doivent être dans l'histoire. Et puis dans les autres temps de la journée, il y a le temps des activités, où les louveteaux vont faire des activités pour essayer de gagner des badges pour devenir des vrais explorateurs, des badges de mérite. Et là, du coup, ça se passe dans la forêt. Et là, on est dans un jeu traditionnel avec un meneur. Et le meneur, il va reprendre des bouts de justement ces personnages, ces lieux, ces objets, pour les placer aussi dans ces scénarios. Et du coup, ça fait un lien continuel. Et l'idée, c'était de rendre ce truc d'enfant de hier soir, on s'est raconté une histoire qui faisait peur avec le terrible pirate Johnson. Et aujourd'hui, on croise un mec, il a un chapeau qui ressemble un peu à un tricorne. C'est forcément lui, quoi. C'est obligé. Et voilà. Et de s'autoriser à retomber en enfance et à retrouver cette innocence. Voilà, je voulais ça. C'est comme ça qu'on joue quand on joue à Cthulhu, on joue pour, comme on dit, raconter des histoires pour se faire peur. Alors il y a un truc, il y a une obsession chez toi, alors tu voulais... Même plus que ça, pour s'amuser à se faire peur. S'amuser à se faire peur, voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors il y a une obsession chez toi, c'est les enfants en fait. Alors, et c'est marrant parce qu'un des prochains jeux sur lesquels je bosse, pareil, on joue des enfants. Je danse sur les frontières, puisque pour le coup il s'agit de ça. Dans Sur les frontières, pour moi, on joue des jeunes adultes. Ah d'accord, ok. Bon, ils sont jeunes quand même, tes jeunes adultes. Alors ils ont 12 ans, mais dans un univers où l'espérance de vie moyenne c'est 40 ans. Et en fait c'est quasiment des post-ados. Mais j'aime bien cette idée qu'effectivement ils sont dans un corps d'enfant et que c'est le moment où ils changent. Mais sur les frontières, l'idée c'est de jouer une histoire qui se passe sur plusieurs années, où effectivement on change, on grandit, on évolue. Dans Premier Bivouac, je voulais qu'on joue des enfants. Dans Sur les frontières, ils se comportent comme des adultes et c'est pas un problème. Dans Premier Bivouac, je veux qu'ils se comportent comme des enfants, les joueurs, et qu'on retrouve toutes ces idées de quand on veut montrer qu'on en sait plus que l'autre, on dit oui, mon papa, il est policier, alors il sait mieux que toi comment on fait une enquête. Et je suis content de voir que les joueurs retrouvent ça assez naturellement dans leur comportement.
Et là, on joue des enfants. Et dans un des prochains que je veux faire, qui est une variation autour du Petit Prince, pareil, on joue des enfants. Mais en fait, un des personnages joue un enfant. Mais en fait, c'est pas vraiment une obsession. C'est plus un concours de circonstances, finalement. C'est que tu as envie, tu es comme Nietzsche, tu as envie de retrouver le sérieux qu'on mettait dans ces jeux d'enfants. C'est une phrase qu'on cite très souvent pour le jeu de rôle. Et voilà, je pense que ça te travaille. Il y a carrément ça. Et puis les rôlistes, quelque part, quand ils font des histoires où ils se mettent autour d'une table en faisant on dirait qu'on serait des héros, ça quelque part, ils retombent en enfance, qu'on l'admette ou pas, quoi. Donc ouais, il y a de ça. Et pour le coup, dans Premier Bivouac, dans Summer Camp, j'avais vraiment cette idée de... on va jouer des personnages qui font ce que font les rôlistes, c'est-à-dire qu'ils vont se raconter des histoires qui font peur, ils vont vivre des aventures dans un lieu un peu étrange, et ils vont se faire des souvenirs qui leur durent pour toute la vie. Et les rôlistes, quand ils jouent une campagne de jeu de rôle, ils font un petit peu la même chose finalement. La preuve en est que on croise quand même régulièrement des mecs qui nous tiennent la jambe en convention en nous racontant la campagne qu'ils ont jouée il y a 10 ans. Et même si pour nous ça n'est pas très très important, eux ils s'en souviennent encore, alors que les parties de jeux de société qu'ils ont joué il y a 10 ans ou les parties de jeux vidéo qu'ils ont joué il y a 10 ans, vraisemblablement ils s'en souviennent pas très bien. Alors hier justement au cours d'une discussion on parlait de l'importance des illustrations dans la perception que les gens ont d'un univers, et là par exemple ce qui est intéressant c'est que dans les deux cas, Summer Camp et Sur les frontières, on parle de l'enfance et du passage à l'âge adulte. Alors pas dans Summer Camp, on parle du passage à l'âge adulte justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que le choix des illustrations est différent. Et par exemple, dans Summer Camp, tu as choisi les illustrations de Camille, qui est avec nous. Salut Camille. Salut. Alors il t'a demandé de faire des illustrations et toi tu fais plutôt des illustrations façon livre pour enfants. Là où Sur les frontières, c'est Grumpf qui les a dessinés, LG, et lui il a choisi un style beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, etc. Et donc ça montre l'importance. Alors comment vous avez travaillé avec Manu sur les illus? Il t'a donné des ordres, t'as été assez libre, comment ça s'est passé? Alors en fait, Manuel m'a donné pas mal d'idées parce qu'il avait pas mal de choses en tête à la base. Moi j'ai un style bien à moi et j'avais déjà commencé à travailler dessus de mon côté. On a un peu travaillé ensemble après pour voir ce qu'il attendait. J'ai fait des propositions, enfin ça se passe à peu près comme n'importe quelle commande d'illustration finalement. Enfin moi dans mon fonctionnement, je demande beaucoup ce que la personne imagine et après j'essaye de traduire au mieux ce que la personne attend avec mon style et puis après mes propres idées aussi puisque j'ai envie de me faire plaisir aussi un petit peu. Alors tu vois, dans la version imprimée justement, je trouve que tes illustrations apportent beaucoup à l'esprit que Manuel attend des joueurs. Parce que même si du point de vue du système, on peut retrouver des mécaniques qui sont propres à des jeux qui sont parfois sérieux, parce que je veux dire, finalement, que le MJ soit en position de réaliser des histoires qui sont à l'avance comptées par les joueurs, on trouve ça dans beaucoup de jeux de rôle, parfois même dans des jeux de rôle horrifiques. Et d'ailleurs, on pourrait finalement dire que Summer Camp est une forme de jeu de rôle horrifique, mais tes illustrations apportent ce petit côté enfantin, et voilà. Manu, tu voulais ajouter quelque chose? Alors, je voudrais préciser une chose déjà. En ce qui concerne Camille, les choses se sont passées de la manière suivante. J'ai commencé à écrire Summer Camp, j'ai dit voilà, je commence à écrire un jeu sur tel et tel truc, j'en ai beaucoup parlé, et Camille m'a dit celui-ci, je l'illustre. Voilà, et j'en suis ravi parce qu'effectivement, elle a le trait pour. Donc c'est vraiment cohérent. Concernant Summer Camp et l'idée de horrifique, j'ai beaucoup tourné autour. Moi, j'aime pas les jeux d'horreur. Voilà, ça peut paraître bizarre, mais voilà, c'est pas mon truc. Summer Camp, c'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu d'épouvante. Quelle distinction tu fais entre les deux? Ça, c'est intéressant. C'est un jeu où on a peur de ce qu'on ne voit pas. C'est ça, c'est la différence entre l'horreur et le fantastique. Dans le fantastique, on ne montre rien, on suggère, alors que dans l'horreur, on montre le sang, on montre les coups, on montre les extraterrestres, on montre etc. Et ben voilà, il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'on se fait peur, on a peur, mais il n'y a jamais de gore. Et pour moi, dans l'horreur, souvent, j'ai l'impression qu'il y a quand même du gore, il y a des trucs un peu raides. Et là, je voulais que ce soit un jeu d'épouvante. Le sous-titre de Summer Camp, c'est épouvante, mystère et aventure estivale. Et j'ai envie de ça, j'ai envie qu'il y ait du mystère, qu'on ait envie d'apprendre et de découvrir des trucs. J'ai envie qu'on se fasse peur. Et en même temps, j'ai envie qu'on vive des aventures et qu'on rigole. C'est les trois éléments hyper importants pour moi dans le jeu et qui sont explicitement cités. Le fond, apprendre des trucs, découvrir des choses, le fun, s'amuser, et puis la frousse, se faire peur. Camille, tu voulais ajouter un truc? Moi, je suis pour essayer de faire des cadavres mignons après, mais ça peut paraître bizarre, quoi. Happy Tree Friends. Voilà, c'est un peu ça, Happy Tree Friends. Ouais. Merci à vous deux pour cette petite interview. Rapidement, Ludologie, ça se poursuit, tu continues à faire des émissions, tu as des projets?
Bah oui, on sort le prochain numéro le dimanche des Utopiales. D'ailleurs, il faut que je fasse absolument l'article pour le Tumblr, parce que le podcast est prêt, mais pas l'article. Sur Jouer avec son corps, avec Thomas B. Ce numéro est passionnant, vous devriez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis les prochains, on a plein de petites idées avec Adrien. On a suffisamment d'idées pour remplir l'année. La vraie difficulté, c'est de se caler avec les invités pour enregistrer en temps et en heure. En tout cas, tu dis ce podcast est passionnant, vous devriez l'écouter. En fait, vous devriez écouter tous les podcasts. Je les trouve tous passionnants pour l'instant. Je dois dire que c'est un succès critique cette émission. Je suis très jaloux. Voilà, allez, à bientôt. Merci Manu, merci Camille. Allez, à plus.